Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les recommandations. Allons-y, nous sommes partis installés dans notre canapé avec la tasse de thé tranquillement pour partir à faire le tri là dans les nouvelles recos. Une vidéo donc c'est peut-être plus marrant que 50 pages sur les acidoses métaboliques sorties en janvier 2019. Les recommandations sont dans la description. Alors nous sommes partis. Ce sera la SRLF SFMU qui ont rédigé les recommandations. Allons-y. Pour l'introduction, juste un petit mot de rappel. Donc l'acidose métabolique, c'est différent de l'acidémie et j'ai l'impression qu'on fait souvent l'amalgame entre les deux. L'acidose, c'est donc l'acidose métabolique, hein. C'est quand c'est le bicarbonate qui est inférieur à sa valeur normale, donc inférieur à 20, et l'acidémie, c'est le pH. Lui, l'acidémie, c'est possible quand le pH est inférieur à 7,38. On dit qu'il est sévère en dessous de 7,2 avec critère de réa, d'admission en réa à ce moment-là. Et pourquoi c'est important, pourquoi c'est grave, puisqu'en fait il y a des complications, qu'elles soient hémodynamiques, respiratoires et sur le fonctionnement enzymatique. Bref, il y a un retentissement global important. Pour rappel succinct, le CO2 c'est acide et le bicarbonate c'est la base. L'un est excrété au niveau pulmonaire et l'autre au niveau rénal. L'une des premières questions évoquées dans les recommandations, c'est l'intérêt de la gazométrie si le bicarbonate est bas. Donc oui, il y a un intérêt, niveau expert, afin de confirmer d'une part le diagnostic, et l'idée c'est de trouver le coupable en fait, le coupable initial, puisque ça nous permet d'éliminer une alcalose respiratoire. Une alcalose respiratoire, ça veut dire une perte de CO2, d'accord? Donc une perte de cet acide, ça veut dire qu'il y a donc une alcalinisation, donc alcalose respiratoire, qui est due à une hyperventilation. On augmente l'évacuation de ce déchet, donc une augmentation, une élimination du CO2. La PaCO2 peut être calculée, donc pour ça c'est un calcul pas très compliqué. Vous pouvez le retenir, c'est 1,5 fois le bicarbonate plus 8, donc 1,5 bicar plus 8, c'est le pH, c'est la PCO2 pardon, attendue pour un pH normal. Juste un exemple, bicar à 10, donc fois 1,5, 15 plus 8, donc s'il y a un pH normal, normalement la PCO2 est à 23. L'intérêt du base excess noté BE ou l'excès de base, déficit de base encore, en fait c'est la quantité d'acide fort ou de base forte, si c'est une acidose métabolique, qu'il faudrait rajouter à 1 litre de plasma in vitro pour normaliser le pH à 7,4 avec une PaCO2 à 40 mm de mercure et une température à 37. Autant dire que c'est une quantité d'acide de base à rajouter dans des conditions parfaitement contrôlées pour pH normal. Bref, dans le cadre de l'urgence, il y a un intérêt qui est moindre. On retient bicarbonate, c'est plus efficace. Enfin, l'intérêt de la gazométrie artérielle ou veineuse, il y a une bonne concordance ou une relative bonne concordance entre artère et veine pour le pH et le bicar, elle est plus mauvaise pour le CO2. À titre d'exemple, il y a 4% de modification de prise en charge. Il y a moins de 4% de modification de prise en charge avec l'incohérence, la discordance entre l'artère, entre une gazo-artérielle et une gazo-veineuse. Alors, l'intérêt de la mesure du trou anionique est majeur en cas d'acidose métabolique, donc il faut retenir cette formule. C'est les cations, donc cation c'est les ions positifs, hein. Pour vous le rappeler, vaut mieux l'écrire avec une croix comme ça, et anion négatif, comme ça vous le retiendrez. Pour ceux qui ont tendance à l'oublier, la formule je vous la mets, elle est à connaître, le résultat c'est 16 plus ou moins 4. Ensuite, si on tient compte du potassium, hein, sans tenir compte du potassium, on est à moins de 4, donc à 12. La mesure du trou anionique peut être corrigée et doit être corrigée
par l'albumine s'il y a une hypoalbuminémie. Pourquoi? Donc, le 3-anionique, si on revient à sa définition, ça comprend principalement le phosphate et l'albuminate. Donc, s'il y a une hypoalbuminémie, ben en fait, comme le 3-anionique est fait de phosphate et d'albuminate, donc c'est l'ion de l'albumine, s'il y a une hypoalbuminémie, moins d'albumine, donc il y a une baisse du 3-anionique. On est d'accord. Au final, retenez que le 3-anionique ne tient pas compte des cations qui sont très peu dosés, c'est-à-dire le magnésium, le calcium et l'ion H+, d'où le fait d'avoir en fait principalement des anions non dosés par le ionogramme qui reflètent en fait, qui sont le reflet du 3-anionique. Donc le 3-anionique c'est plutôt le reflet des anions indosés. D'accord? Une augmentation, c'est classiquement l'accumulation d'un acide dont l'anion n'est pas le chlore. L'anion n'est pas le chlore. D'accord? En général, les composés, ça peut être lactate, acétoacétate, hydroxy, butyrate, oxalate, glycolate, formate pour les intoxications, le salicylate, le sulfate. Bref, il y en a plusieurs, on va le voir après. L'algorithme, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser un algorithme? Eh bien oui. Donc la première formule, vous l'avez, c'était le 3-anionique. La deuxième formule à connaître, c'est le trou osmolaire. On commence à la base en se disant, si je peux me permettre ce jeu de mots, en se disant est-ce qu'il y a une acidose métabolique, oui ou non, donc bicarb à moins de 20 plus le pH à moins de 7,38. Ensuite, on va calculer le trou anionique. D'accord? Le trou anionique, on l'a évoqué dans la diapositive précédente. S'il est augmenté, parce que s'il est normal, au final, ça veut dire qu'il y a une acidose hyperchlorémique, et le diagnostic sera un petit peu différent, et il y a moins d'étiologie à évoquer dans le cadre de l'urgence. En tout cas, il y a moins de pathologies qui nécessitent un traitement spécifique que l'on peut mettre en place aux urgences. Bref, on calcule le 3 anionique. S'il est augmenté, donc supérieur à 16, on a plusieurs étiologies à évoquer. Pour ça, il faut calculer le trou osmolaire qui nous permet d'évoquer, en cas de trou osmolaire inférieur à 10, une intoxication avec l'anion responsable, qui est l'acide pyroglutamique relativement rare. En fait, si on a un trou anionique augmenté, il faut penser à plusieurs étiologies qui sont listées à gauche. Donc le moyen de retenir, c'est Q-smol, ça peut être sympa. Pour kétosis, donc acide acétose, l'urée, le S pour salicylique, l'intoxication au salicylé, l'intoxication au méthanol, le M aux alcools, le lactate et à l'éthylène glycol. Tout ça, ça nous permet de retenir les acidoses métaboliques avec 3 anioniques corrigés augmentés à plus de 16. Comment mesurer le lactate? Eh bien, une mesure veineuse normale veut dire qu'il n'y a pas d'hyperlactatémie. Ça, c'est niveau expert. Ensuite, on doit doser le lactate artériel. Si c'est augmenté en veineux, c'est un grade 2, donc supérieur, sachant que la valeur est pronostique plus que diagnostic en veineux. On retient un seuil à 4 millimoles pour le pronostic, et donc le seuil positif est à 2. Donc positif à 2, et à partir de 4, ça devient pronostic. Sachant que la mesure capillaire, il n'y a pas grand intérêt, grade 1 quand même, grade 1 moins, mais ça ne sert pas à grand chose. Après, selon les centres, certains l'utilisent. En préhospitalier, il y a peu d'études à voir par la suite, quoi. Les étiologies, elles sont classées en deux groupes. Il y a le type A, c'est l'hypoxie tissulaire, et le type B, quand il n'y a pas d'hypoxie tissulaire. Voyons cela. Rapidement, un moyen de retenir, puisqu'en fait, les hypoxies tissulaires, il faut les évoquer toutes. Pour les pathologies primitives sous-jacentes, il faut en évoquer certaines. Après, les toxiques, on l'a vu avec le moyen mnémotechnique Q-smol. Donc pour revenir à la base, l'hypoxie tissulaire, si je l'écris comme ça, c'est peut-être plus simple. Cool, donc le C pour choc, le globule rouge pour l'anémie, le tout écrit le mot CO, donc pour l'intox au monoxyde de carbone, l'ischémie d'organes avec un vaisseau dessiné, et le muscle en forme de L,
Le tout parce que c'est pas cool. Ensuite, les atteintes, de maladies primitives sous-jacentes, il faut penser un peu à tous les organes, ne pas oublier, un sepsis, VIH et accès palustre. Peut-être VIH, accès palustre, ce sera moins évident, tandis que le reste, la biologie pourra, ou la clinique pourra très fortement nous orienter. Quant aux toxiques, on les a évoqués, aux maladies congénitales et du métabolisme, c'est, voilà, anecdotique et très, très rare. Est-ce qu'il y a un intérêt à mesurer la cétonurie par rapport à la cétonémie capillaire? Non, cétonémie capillaire plus intéressante que la cétonurie. Le seuil est à 3 millimoles par litre, c'est à connaître, puisque avec une hyperglycémie, c'est le diagnostic d'acidocétose diabétique. Donc c'est une valeur à connaître. Où adresse-t-on nos patients? Donc quelle orientation pour l'acidose? Alors à savoir que le pH, juste isolé, hein, que le pH, c'est pas un bon moyen pour identifier les patients très à risque, sauf en cas de pneumopathie communautaire, parce que ça reflète la ventilation. Ça c'est grade 2-. L'hyperlactatémie, le lactate, hein, différent du pH, je le rappelle encore. Donc l'hyperlactatémie, c'est un signe de gravité, quel que soit le chiffre, bon, ça n'a plus rien à prouver, grade 1+. C'est intéressant de suivre son évolution. Très intéressant, puisqu'en fait, si un lactate supérieur à 4, par exemple, au cours d'un sepsis, c'est un signe de gravité, et supérieur à 2, juste à 2, hein, chez le patient traumatisé, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Au niveau de l'évolution, on peut dire qu'une décroissance de 20% à 2 heures, c'est un signe de bonne évolution. Et en cas d'acidocétose, il conseille tout de même d'admettre le patient en soins continus au minimum et pas à l'UHCD, grade expert. Pour la prise en charge de l'acidocétose diabétique particulièrement, les recommandations stipulent que l'insulinothérapie doit être plutôt intraveineuse que sous-cutanée, grade 2+, pas d'intérêt de bolus, étant donné qu'il y a un peu plus de risque d'hypoglycémie de manière non significative toutefois, grade 2-, avec des doses faibles en intraveineuse, grade 2+, c'est-à-dire selon les experts à 0,1 unité par kilo par heure, avec débit max inférieur à 10 unités par heure, avec l'objectif de modification horaire. Pour l'acétonémie à 0,5, le bicard, une hausse à 3 et glycémie capillaire, une baisse de 3 millimoles par litre. Sachant qu'on peut augmenter évidemment le débit s'il n'y a pas d'hypokaliémie. Concernant la prise en charge de l'acidose métabolique et de l'intérêt du bicarbonate, effectivement il y a un intérêt si mauvaise tolérance clinique de l'acidose métabolique sur perte digestive ou rénale, niveau expert. S'il y a une acidémie métabolique profonde, donc pH à moins de 7,2 et PaCO2 inférieur à 45, plus insuffisance rénale aiguë au moins modérée, donc là il y a un intérêt, grade 2+. En cas d'arrêt cardiaque sur hypercalémie ou un effet stabilisant de membrane, dans ces cas-là, grade 1-. En cas d'ACR, hein, il n'y a que sur l'hypercalémie et effet stabilisant de membrane. On ne s'amuse pas à faire sur autre chose, parce que sinon c'est plus délétère, il y a plus de décès. Et en cas d'intox, au salicylé, quel que soit le pH, ça c'est un grade expert, et on n'en met pas systématiquement en cas d'acidocétose diabétique. Pour rappel, le bicarbonate, très important, hein, risque d'hypokaliémie, d'où l'intérêt de le donner en cas d'hypercalémie, risque d'hypernatrémie, d'hypocalcémie et d'alcalémie de rebond, ainsi que de surcharge hydrosodée, donc contre-indiqué COAP. La place de l'expiration extra-rénale, eh bien, si le pH est inférieur à 7,15 avec choc ou insuffisance rénale aiguë, c'est grade expert. Le seuil de bicarbonate n'est pas très bien défini dans les études. L'acidose lactique sur intox à la metformine, grade expert, si le lactate est à 5 et pH à moins de 7,35. En cas d'intox à l'éthylène glycol ou au méthanol, grade expert, si le trou anémique est supérieur à 20, donc vous voyez s'il est augmenté, ou insuffisance rénale aiguë, ou troubles visuels, parce que les deux intox peuvent donner des troubles visuels, et le pH inférieur à 7, c'est le décès. Vous
Et pour retenir D7, c'est le pH est très important pour le pronostic. Enfin, en cas d'intox au salicylé grade expert, intérêt de le mettre. Si troubles neuraux, donc intérêt de mettre en place une épuration extra-rénale. Si troubles neuraux ou le dosage du salicylé plasmatique supérieur à 6,5 millimoles ou un pH inférieur à 7,2. Le contrôle respiratoire quand le patient est intubé sous respirateur, donc grade expert, il y a quand même intérêt à augmenter l'élimination du CO2 en augmentant donc la fréquence respiratoire, donc on augmente le volume total qui est expiré par minute, et si on augmente le volume jusqu'à 8 millilitres par kilo, puisqu'en fait la finalité de tout ça et le risque c'est de créer une autopep et donc des lésions pulmonaires, en gardant en tête qu'un objectif simplement supérieur à 7,15 est déjà suffisant en utilisant les paramètres respiratoires. Voilà pour les recommandations. Je voulais juste vous parler de l'intoxication à l'éthylène glycol et du méthanol. Donc pour le retenir, je vous propose ces deux dessins, l'un avec Mickey et ses deux oreilles, et l'autre avec une fourmi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je commence par l'éthylène glycol, le schéma à gauche. L'éthylène glycol, c'est un composant essentiel des liquides de refroidissement, jusqu'à 50% maintenant. Et plus ça résiste au froid, plus c'est concentré. Donc l'éthylène glycol n'est pas toxique en lui-même, mais en fait c'est son pouvoir osmotique qui est dangereux. Il a deux métabolites importants à connaître. Il y a l'acide glycolique, la première oreille du Mickey, et l'acide oxalique, la deuxième oreille du Mickey. L'acide oxalique précipite dans les tubules rénaux et provoque insuffisance rénale et hypocalcémie. Donc schématiser l'insuffisance rénale par les deux petits reins, les deux boutons du short de Mickey, avec une hypocalcémie, donc c'est un verre de lait, pour vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, vous voyez comme il scrute son verre de lait, il n'y en a plus beaucoup. La demi-vie de l'éthylène glycol, c'est de 9 heures, c'est un peu moins de 9 heures sans épuration, et de 3 heures, vous voyez, c'est dialyse, 3 heures, il nous fait signe avec sa main 3 heures. Les symptômes, ils apparaissent entre 4 et 12 heures, donc ébriété, c'est de l'alcool, hein, donc ébriété, dépression du système neuro, vous vous doutez, hein. Il y a une dyspnée de Kussmaul, rappelez-vous, acidose métabolique, les dyspnées, donc dyspnée de Kussmaul, il peut y avoir une tachycardie, des ESV et myosites, donc pour vous en rappeler, il y a le cœur et les poumons, et ils présentent des tremblements. Il y a aussi une polyurie qui est osmotique avec une oligurie, donc au début, vous voyez, il s'est fait pipi dessus, Mickey, et après, il y a quelques gouttes pour vous dire qu'il y a une anurie qui survient. Rappelez-vous l'hypocalcémie, hein, crise de tétanie avec allongement du QT. Et tardivement surviennent des signes visuels, oculaires, avec une ophtalmoplégie. Avec une ophtalmoplégie, c'est comme la glu, le glycol. Ça fixe le regard, donc ophtalmoplégie. Avec œdème papillaire, et donc le stade ultime, c'est OAP, choc, insuffisance rénale aiguë. Voilà pour Mickey. Et le deuxième, le méthanol, donc l'utilisation, c'est un dégraissant principalement, ou alcool à brûler, carburant, antigel industriel. Il peut être frélaté aussi, petite pensée pour certaines vidéos russes. Bref, l'idée c'est de toujours rechercher la concentration du produit pour avoir une idée de la quantité ingérée. Le métabolite principal du méthanol, c'est l'acide formique, d'où la fourmi pour acide formique. Vous rappelez que c'est les intoxications par les antigels aussi, les lave-glaces, donc vous avez les antennes de la fourmi qui sont en forme de lave-glace, et elle boit de l'antigel ou du lave-glace. Au niveau du temps de demi-vie, c'est un peu plus long, 14 à 20 heures. Donc, j'ai pas fait de signe là particulier. Par contre, si c'est dialysé, c'est un peu plus rapide. Et pour vous rappeler que c'est un peu plus rapide que l'éthylène glycol, c'est 2 heures de dialyse. Bon, c'est des petits détails au cas où. Les symptômes, il y a une phase assez longue avant d'avoir les symptômes. Il y a des troubles digestifs. Pancréatite, contrairement à l'éthylène glycol. Donc vous voyez que le corps de la fourmi
ressemble à un pancréas et surtout sur le plan neurologique. Donc sur le plan neuro, il y a des convulsions. Donc là, elle s'apprête à convulser, il y a des lésions du putamen et noyau gris. Donc les antennes de la fourmi sont grises avec un syndrome parkinsonien. Et pour vous rappeler le syndrome parkinsonien, la fourmi a des rollers et vous vous doutez qu'avec des rollers, vous voyez que les roues des rollers sont dentées, comme la roue dentée du syndrome parkinsonien, et vous vous doutez qu'avec les petites pattes de la fourmi, elle va avoir une marche à petits pas, donc syndrome parkinsonien. Et le trouble visuel ici, c'est plutôt un type de flou, atteinte des couleurs, scotum, et cécité en fait, cécité au long cours. Donc d'un côté, l'éthylène-glycol c'est ophtalmoplégie, alors que méthanol c'est plutôt cécité. Par ailleurs, il y a défaillance circulatoire, respiratoire, bon avec le reste, hein, acidose métabolique, etc. Et pour les deux, le traitement, c'est on peut utiliser l'alcool, mais c'est un peu violent, donc autrement appelé curéthyl. Sinon, il y a le fomépizole comme traitement pour les deux. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo qui a duré un petit peu longtemps, 22 minutes, mais vous avez un super moyen pour retenir l'éthylène-glycol et le méthanol, ainsi que toute la recommandation de l'acidose métabolique. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu de cyanosé, de prendre soin de vous et de vos patients.